suis professeur à l'Université de Bretagne Sud, à Lorient, dans un laboratoire qui s'appelle l'Institut de recherche du Puy-de-Dôme. Et j'ai aussi, parallèlement à mes activités d'enseignant-chercheur, une micro-entreprise qui me permet de mener des activités, on va dire, de consulting et d'expertise sur le sujet des plastiques et des plastiques biosourcés et biodégradables aussi. Alors, de manière générale, si on développe dans l'équipe, on développe effectivement des activités autour de l'ingénierie des polymères biosourcés et biodégradables. Donc, ça va de, effectivement, la phase de production. On essaie de concevoir, on va le voir essentiellement par fermentation, des polymères biosourcés qu'on peut ensuite formuler, étudier les relations structure-propriété aux différentes échelles. Fonctionnelles, mais aussi des propriétés, on va le voir, de biodégradation. Et on travaille aussi sur un dernier axe, l'étude de différents scénarios de fin de vie à travers des études sur le recyclage ou sur la biodégradation dans différents environnements. Et donc, parallèlement à cette activité, on va dire, de conception et développement de biopolymères, j'ai développé aussi depuis plusieurs années une activité sur la caractérisation de la pollution environnementale par les plastiques et les microplastiques avec plusieurs projets où on s'intéresse à évaluer la contamination des eaux de mer et des sols par les plastiques et liée à la dégradation évidemment de ces plastiques-là en microplastiques. Voilà, alors plus particulièrement, effectivement, ce dont je parle à l'instant, un petit focus sur les PHA et sur on va dire, la philosophie qui nous guide dans l'équipe pour essayer de concevoir à façon des PHA qui répondent à un cahier des charges donné, y compris en termes de biodégradabilité. Alors, je rappelle que les PHA, ce sont des polymères d'origine bactérienne qui sont produits par association entre des souches bactériennes associées à des substrats qu'elles sont capables de transformer en matière carbonée. Et ces matières carbonées que la souche bactérienne est capable de transformer, on le voit ici dans le cliché, ici sur le cliché de microscopie, ces petits granulés présents dans le cytoplasme de ces bactéries-là se révèlent être des granulés de PHA. Donc il faut dans un deuxième temps extraire pour pouvoir les récupérer, les utiliser, les formuler, les transformer éventuellement. Et ensuite, évidemment, une dégradation et une biodégradation, on va le voir, qui conduit à ce fameux mélange eau plus dioxyde de carbone qu'a présenté Emmanuel Gastagni tout à l'heure, et qui permet justement de boucler la boucle du carbone, puisque tout le carbone utilisé comme matière première pour la production de PHA est restitué, évidemment, in fine, à travers la production de CO2 via la photosynthèse qui permet d'enchaîner sur de nouveaux cycles. Donc, à noter qu'ils sont aussi, en plus d'être biosourcés et biodégradables, ils sont aussi biocompatibles, ce qui permet aussi d'envisager des applications dans le secteur biomédical, par exemple, comme ça se fait aussi, beaucoup d'études, justement, s'y intéressent. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail des PHA, alors je n'ai qu'une seule formule chimique, mais pour essayer d'expliquer justement comment, en jouant sur la structure chimique de ces PHA-là, et donc en jouant sur la recette de départ, les matières carbonées qui permettent justement la mise en œuvre de cette fermentation-là, on va pouvoir produire différentes catégories de PHA qu'on va décomposer en deux grandes catégories, ce qu'on appelle les PHA SCL, Short Chain Length, où les ramifications ici contiennent peu de carbone, 1 ou 2 carbones, et une deuxième grande catégorie qui sont les PHA MCL, donc à chaîne moyenne, lorsque la taille de la chaîne s'allonge, ce qui va modifier assez radicalement leur morphologie et qui permet justement d'influer sur les propriétés fonctionnelles. On voit ici notamment les propriétés mécaniques, on pourrait aussi évaluer les propriétés barrières. Hein. On voit qu'on peut partir de PHA au comportement, on va dire rigide, voire très rigide pour certains, notamment le premier de la série, le PHB, et qui, au fur et à mesure de l'allongement de la chaîne, eh bien, vont plutôt aller vers des comportements de type élastomère, puisqu'on va diminuer la cristallinité et donc favoriser justement la mobilité des chaînes et tendre vers un matériau au comportement élastomère. Alors, plus précisément aujourd'hui, puisque c'est l'objet de la discussion, comment cette structure chimique et cette morphologie influencent ensuite la biodégradabilité. Alors, ce sont des études qu'on a menées sur des PHA, on va dire, plus ou moins commerciaux. Le BHB à 3% d'hydroxyvalérate, c'est le PHA commercialisé par la société Tianan. Les deux autres grades de PHA, les PHB HHX à différents taux de HHX, sont des PHA qui nous avaient été fournis par la société japonaise Kaneka, et dont on a suivi pendant 250 jours, en fait, la biodégradation. Alors, on était en milieu marin ici, selon cette norme-là, qui est la norme spécifique, Emmanuel en a parlé tout à l'heure, qui est utilisée pour tout ce qui touche à l'étude de l'interface eau-sédiment.
sédiments marins avec une évaluation de la quantité de CO2 dégagé qui permet de remonter justement au pourcentage de biodégradation. Alors, ce qui est intéressant de constater ici, dans un premier temps, c'est qu'on a une biodégradation qui est réellement spectaculaire pour ces PHA-là. On voit que pour certains PHA, on est sur des biodégradations qui sont beaucoup plus rapides que celles de la cellulose, qui est pourtant considérée comme la référence en termes de biodégradation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a des biodégradations qui sont là aussi relativement rapides. On voit que quasiment dès les premiers jours, on a un processus de biodégradation qui se met en œuvre dans ces conditions-là. Là, encore une fois, plus rapidement encore que pour le cas de la cellulose. Le troisième point, c'est qu'on voit des différences significatives entre ces différents PHA, qu'on sait plus ou moins expliciter aujourd'hui au regard de leur structure chimique et de leur morphologie, ce sur quoi on va venir juste après. Et enfin, pour terminer sur ce slide-là, notez que, comme on l'a déjà dit plusieurs fois d'ailleurs, on a parlé souvent du PLA depuis hier, mais aussi du PBS, et vous voyez que dans ces conditions-là, en tous les cas, on est sur des polymères qui sont très peu biodégradables comparativement au PHA ici présenté. Alors du coup, ça nous a donné envie de poursuivre sur de nouveaux projets, justement pour essayer de comprendre pourquoi la biodégradabilité des PHA était modifiée de telle sorte, surtout que lorsqu'on s'appuie sur les préceptes habituellement utilisés lorsqu'on travaille sur la dégradation, en fait, on constate que c'est le PHA de masse molaire plus élevée et de cristallinité plus élevée qui finalement se révèle être le plus rapidement biodégradable. Donc ça va à l'encontre un peu de tout ce qu'on aurait pu supposer si l'on avait réfléchi à cette question-là. Et donc, on a démarré aujourd'hui une nouvelle thèse sur la compréhension des facteurs intrinsèques au PHA qui vont gouverner la biodégradabilité. Comment, effectivement, la masse molaire, la cristallinité, la balance hydrophile-hydrophobe, la transition vitreuse, la structure chimique peut influencer la biodégradation, sachant qu'aujourd'hui, on est capable de designer par la biosynthèse un certain nombre de PHA qui vont du PHB jusqu'à des PHO, des polyhydroxyalcanoates, des polyhydroxydécanoates, et essayer d'aller justement vers la conception à façon de PHA qui pourrait nous permettre d'envisager un contrôle de la biodégradation, utiliser en quelque sorte le concept d'obsolescence programmée à bon escient pour pouvoir justement fabriquer des PHA dont on pourrait prédire la biodégradation. Demain, peut-on être capable de fabriquer des PHA qui puissent se biodégrader en 3 mois, en 6 mois, en 2 ans, en 5 ans, au regard évidemment d'une utilisation donnée et au regard évidemment d'un environnement donné, évidemment, puisque la biodégradation dépend, comme on l'a dit plusieurs fois déjà, à la fois du milieu, de la température, évidemment, et du temps, évidemment, consacré à ces études-là. Stéphane, est-ce que vous pouvez terminer avec peut-être quelques exemples d'applications, parce qu'on n'aura pas le temps de rentrer dans les détails. Alors quelques applications, ok, je passe alors ici directement. Donc quelques exemples d'applications, mais qui rejoignent un peu ce qui a déjà été présenté précédemment, à la fois hier et aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut réfléchir effectivement à développer des plastiques biodégradables et des PHA en particulier pour des applications qui ont un sens. Ne pas rentrer en concurrence avec d'autres filières, évidemment, telles que le recyclage. Alors moi, je pense malgré tout qu'on a beaucoup parlé d'emballage depuis hier. Bon, je ne suis pas certain que l'emballage ce soit le secteur aujourd'hui le plus approprié pour développer des plastiques biodégradables, même si effectivement on peut trouver des niches dans le marché de l'emballage où l'on puisse espérer substituer des plastiques traditionnels par des plastiques biodégradables. Mais en revanche, je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres secteurs qui sont listés ici, qui sont, à mon sens, plus judicieux en termes de développement de plastique biodégradable pour différentes raisons dont on pourra revenir sur la discussion. Et de manière générale, je pense qu'il faut aller sur le développement de plastique biodégradable vers des modèles qui soient plus ambitieux, plus innovants, en travaillant sur des approches qui soient éthiquement et environnementalement encore plus irréprochables que celles qu'on a pu développer depuis un certain nombre d'années. Donc en particulier travailler sur la ressource, sur la biomasse. Nous, on a travaillé déjà sur PHA Pipe et sur BioEco-PHA à partir de biomasse issue de coproduits de l'industrie agroalimentaire. Et tout récemment, donc, on a démarré un nouveau projet, un projet européen, H2020, où on va travailler à partir de biomasse de 3e génération, à partir de microalgues, en fait, que l'on va utiliser, que l'on va transformer pour avoir des matières premières qui puissent nous permettre de fabriquer des PHA à partir donc de ces résidus-là. Donc on est réellement ici sur des matières premières qui sont irréprochables en termes éthiques, puisqu'on n'est pas du tout en concurrence avec des ressources alimentaires, et ces ressources-là n'occupent pas non plus de terres arables. Donc on est sur ce plan-là, à mon sens, irréprochable.
Donc, c'est un projet qui vient de démarrer. Donc, on espère effectivement mener à bien ce projet d'ici quelques années pour avoir des plastiques qui soient à la fois biosourcés et biodégradables, dont on peut contrôler à la fois l'approvisionnement, la matière première, mais aussi la fin de vie.